Les ordonnances de police édictées dans les villes médiévales et modernes se comptent par centaines de milliers en Europe. Souvent brefs et standardisés, ces textes juridiques sont riches d'informations sur les préoccupations édilitaires au quotidien. Depuis longtemps, ces documents éveillent la curiosité des chercheurs et des chercheuses car ils disent le partage entre ce qui est licite et ce qui est interdit dans tous les domaines de la société. Règlements sur la pêche, repos dominical obligatoire, prix du bois de chauffage, vitesse des chevaux, vidange des pots de chambre, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples presque à l'infini. Ces textes semblent faciles d'accès car ils sont façonnés par le langage précis du droit et ils évoquent des scènes sociales colorées. Mais est-on sûr de bien les comprendre ? Alors, pour en saisir véritablement le sens, avant même d'en étudier le contenu, il faut les considérer comme des outils de communication. Ces normes juridiques sont en effet au service d'une cérémonie de l'information que les pouvoirs institués imposent aux populations gouvernées. À l'origine, les ordonnances de police sont conçues pour être lues par le crieur public. Avant l'introduction des recueils de lois qui se généralisent au début du XIXe siècle, la voix du crieur est l'organe officiel des autorités. Le corps de cet agent de l'État est l'intermédiaire entre le pouvoir et la population. La publication a lieu dans les places et carrefours de la cité. Elle est d'abord et avant tout un cérémonial auditif. Un signal sonore, comme une cloche, une trompette ou un tambour, avertit la population qui cesse de travailler et qui tend l'oreille pour écouter l'annonce officielle. À Genève, les registres de criers conservent la trace de l'activité des crieurs depuis 1512. Le texte qui était lu était ainsi enregistré, comme cette ordonnance du 13 décembre 1549 criée par Nicolas Villet, qui interdit de laisser paître le bétail dans les champs cultivés dans les environs de la ville. Dès la fin du XVIe siècle, pour marquer l'importance d'une ordonnance, celle-ci était également imprimée. L'impression régulière des ordonnances de police se développe surtout à partir des années 1720-1730. L'imprimé augmente dans le temps et dans l'espace l'audience de celles et ceux qui sont informés des lois en vigueur dans la cité. Mais cette technique d'information reste subsidiaire sur le plan juridique par rapport à la criée qui est, elle, obligatoire sous l'Ancien Régime. Ainsi, quand il est écrit qu'une ordonnance sera publiée, imprimée et affichée, il ne s'agit pas d'une redondance fortuite ou d'une répétition inutile, il faut comprendre qu'elle sera criée, imprimée et collée sur les murs de la ville. Les ordonnances sont l'expression d'une culture orale, voire d'un art oratoire. Lorsqu'elles sont imprimées, elles reproduisent visuellement la cérémonie de l'information. Elles prennent la forme d'une proclamation et commencent par une formule qui rappelle l'autorité dont elles émanent. De la part de nos magnifiques et très honorés seigneurs, syndics et conseils. Alors que le crieur public est revêtu de la livrée officielle, les affiches des ordonnances de police portent les marques de l'autorité, telles que l'emblème de la cité et le nom du secrétaire d'État, qui authentifie le document. Quant aux mots en majuscule ou en petite capitale, ils indiquent la grosseur de la voix et le ton solennel du crieur. Pour conclure, on dira que la typographie du document imprimé imite le cérémonial auditif.